Bonjour Camille, Bonjour, comment tu vas? bien et toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Euh, donc Camille, tu es avocate, prof de droit et tu es spécialiste du droit restauratif. J'ai pas dit de conneries là. Euh, Un peu? Presque pas, parce que, alors, Corrige-nous. j'ai pas le droit de dire que je suis avocate parce que j'ai décidé de plus être au barreau Ah, depuis ok. le début de cette année 2022. Donc je suis formellement titulaire du brevet d'avocat. J'ai travaillé comme avocate pendant une dizaine d'années et maintenant je suis plus que professeure de droit pénal à l'université. Tu peux pas avoir les deux fonctions, Ah les si, deux si, casquettes. si, Ah, ok. alors tu as le droit Ouais. d'avoir ces deux casquettes, mais en fait je trouvais que ça faisait un peu trop de casquettes, parce Ah, qu'en ok. plus d'être professeur de droit pénal à l'université, à 100%, j'ai deux enfants qui sont pas très âgés, donc j'ai un peu choisi mon combat. Mais c'est tout à fait honorable. Donc, le droit restauratif, c'est ta spécialité. Mhm. En quoi ça consiste? Alors, c'est une... enfin, on dit souvent justice restaurative. Ouais, justice, pardon. Pas de problème. On dit que c'est une forme de justice qui a vraiment un but particulier, qui se prend en fait selon des processus particuliers, puis qui répond à certaines valeurs en fait bien définies. Et ce but particulier, c'est vraiment la restauration des préjudices issus d'une infraction pénale. En fait, on sait qu'une infraction pénale, c'est quelque chose qui fait du mal à des gens, à des personnes, à des relations. Puis ça fait pas seulement du mal à, par exemple, la victime, ça fait du mal à l'entourage de la victime, ça fait du mal à la famille de l'auteur. Hein. Personne n'a envie d'être la maman d'un violeur. Enfin, c'est quelque chose qui, c'est une sorte de déflagration. Et puis, on se rend compte que la justice pénale, institutionnelle, elle répare pas forcément ça. Alors, on a mis en place, réinventé une forme de justice qui se dit, bon, ben voilà, plutôt que juste sanctionner la culpabilité, on va regarder qui est-ce qui a souffert, comment, et comment est-ce qu'on peut réparer ça. Et puis, je disais, ça c'est le but. Et puis pour les processus particuliers, c'est vraiment une justice qui se veut très horizontale, très consensuelle, où on va donner le choix à des gens d'agir dans leur situation. Donc on va donner la possibilité à la victime d'avoir un échange, voire une rencontre en fait avec l'auteur de l'infraction pour poser ses questions, pour déposer sa souffrance, obtenir des réponses et peut-être obtenir une certaine forme de réparation ou de compensation pour ce qui a été subi. Et c'est quoi la réparation que la victime obtient du coup dans un cas comme ça? Alors bon, c'est ce qu'elle va demander en fait dans ce type de processus-là. Mais si je suis honnête, c'est quelque chose qui a été bien investigué pendant très longtemps. Donc qu'est-ce que c'est la réparation pour les victimes? De quoi est-ce qu'elles ont concrètement besoin, les victimes d'une infraction pénale? Et en fait, souvent, les victimes, pour peu qu'elles aient vécu quelque chose de nature traumatique, hein, je veux dire, je parle pas d'un vol de vélo, hein, je parle un viol, des lésions corporelles graves, ce genre de choses, il y aura des demandes assez concrètes de reconnaissance, souvent de pouvoir dire j'ai souffert pendant X années, j'osais plus sortir toute seule, etc. J'ai envie qu'on reconnaisse que ce qui m'est arrivé n'aurait pas dû m'arriver et que c'était pas ma faute. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Il y a souvent un besoin d'obtenir des informations, parce que souvent la victime, elle se dit, mais est-ce que si j'avais pas été là, si je portais autre chose, si j'avais fermé ma maison à clé, etc. Il y a souvent ces questions-là qui viennent empêcher la victime de se reconstruire, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je dois faire à la suite de ça pour que ça m'arrive plus jamais. Puis juste de pouvoir poser ces questions et obtenir des réponses de la part de l'auteur de l'infraction, ça peut vraiment l'aider. Après, il y a des besoins assez concrets en fait de réparation qui peuvent être des réparations pécuniaires. On est en Suisse, donc on a tous une franchise avec notre assurance. Des fois, la victime va dire, voilà, moi, ça m'a coûté X milliers de francs en franchise parce que j'ai dû aller chez le psychiatre pendant X années. Ça peut être des demandes de réparation qui sont très concrètes. Et puis après, ça varie, quoi. C'est des besoins, souvent des besoins de sécurité, donc des victimes qui ont besoin de peut-être démystifier l'auteur de l'infraction. Souvent, on se fait vraiment une image mentale de la part de celui qui nous a peut-être juste volé le sac, qui se dit « Ah, mais il était immense, en fait, très grand, très large. » Puis en fait, une fois qu'elle est confrontée à l'auteur de l'infraction, elle se rend compte qu'elle l'a vraiment fantasmé, quoi. Que en fait, c'était un gringalet de 16 ans et qu'il n'était pas du tout comme ça. Donc, en fait, pour répondre à ta question, c'est quoi la réparation ? C'est souvent cet échange
qui est très réparateur pour la victime, qui obtient des réponses à ses questions, qui obtient une reconnaissance. On dit, ben oui, j'aurais pas dû faire ça. Parfois des excuses, mais c'est pas forcément le but, en fait. Et puis parfois, c'est quelque chose de très concret. Ça peut être une lettre d'excuse, ça peut être quelque chose que les parties conviennent entre elles, mais c'est pas prédéfini. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que nous, en droit pénal, comme avocat, on n'a qu'une seule chose pratiquement à offrir à la victime, c'est une réparation pécuniaire. Donc, elle va pouvoir demander un certain montant en argent, pour être réparée, un tort moral, etc. Tandis qu'en justice restaurative, c'est la première question. De quoi est-ce que vous avez besoin pour aller mieux? Puis la victime va dire, j'aimerais au moins qu'ils reconnaissent le mal qu'il m'a fait, etc. Puis c'est ça, en fait, la réparation. C'est beaucoup moins concret, mais ça peut être autre chose. Je peux te demander de rapprocher un tout petit peu le micro, s'il te plaît. Merci. Ouais. Tu peux. Comme ça, Encore un petit poil. Ouais. Alright. Voilà. Là, c'est bon Je pense que ça va aller comme ça, merci. On va faire un super cut une fois. Dans chaque épisode, à un moment, on va demander à notre invité de rapprocher le micro. Il y a un fil rouge. Voilà. C'est marrant, en t'entendant parler de ça, ça a l'air à la fois plus simple que notre système de justice, mais aussi plus compliqué parce que quand on parle de réparation pécuniaire, c'est quelque chose, on peut mettre un nombre dessus et c'est simple. Tandis que là, c'est beaucoup plus, c'est plus nébuleux, c'est moins concret. C'est vrai, ouais. Après, c'est vrai que cette réparation pécuniaire, elle est simple. Elle a quelque chose qui a l'air d'apparaître comme étant juste, parce qu'on se dit, c'est la même chose pour tout le monde. Mais la réalité, elle est vraiment très différente. En réalité, il y a peut-être quelqu'un qui va se prendre une injure sur Internet, et puis ça va pas le toucher, ça va lui couler dessus. Puis il y a quelqu'un, il va pas endormir pendant des semaines de se dire mais c'est pas possible, on m'a injurié sur Internet. La souffrance, elle est pas la même à l'égard des individus. Puis la manière dont on fixe cette réparation pécuniaire, c'était ce tort moral, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. Moi, j'aurais pas dû prendre l'exemple que je viens de prendre, parce qu'en l'occurrence, pour une injure, on n'alloue pas de tort moral. On va pratiquement jamais verser d'argent dans ce genre de situation. Mais voilà, je prends l'exemple du viol. Le tort moral pour un viol, c'est entre 10 et 20 000 francs. Point. C'est comme ça. Mais c'est hyper violent pour la victime de se dire, en fait, vous évaluez ma souffrance. Vous décidez à ma place ce que j'ai souffert. Quantifié. Et combien est-ce que... à combien est-ce que j'ai droit pour la réparation de cette souffrance. Alors, bien sûr, la justice institutionnelle, elle a besoin de traiter tout le monde pareil. Il y a une volonté d'égalité devant la loi qui est plus ou moins réalisée. Mais en justice restaurative, on n'a pas besoin de ça. Puisque comme c'est consensuel, puis que les gens, ils décident, ils acceptent, ils ne sont pas condamnés on ne les force pas, on est beaucoup plus libre de demander ce dont on a vraiment besoin et peut-être d'obtenir, peut-être de ne pas obtenir. La victime de viol, elle peut dire, moi je veux 1 million de réparation pour mon tort moral. Puis si l'auteur il a les moyens et puis qu'il est prêt à le faire, il va peut-être le verser. Puis, donc il n'y a vraiment aucun cadre. Donc au final, la victime peut demander beaucoup plus que ce qui serait prévu par la loi, sur le plan pécunier, j'entends. C'est possible, okay. C'est possible. Mais par contre, l'auteur est libre d'accepter ou pas. Il n'y a pas un juge à la fin qui va dire oui, alors c'est ce que la victime a demandé, donc c'est ce que vous allez devoir payer. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs de viol en Suisse qui seraient d'accord de payer ça simplement pour le fait qu'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est cadré par une personne qui a une formation spécifique pour ce type de rencontre-là. Parce que j'ai dit que c'était très horizontal, très consensuel, mais je n'ai pas parlé en fait du tiers qui est là pour préparer ces échanges et puis peut-être encadrer quand même un peu ces échanges, qui va vraiment essayer de faire en sorte que ça se passe bien, que le cadre soit sécurisé, qu'on ait vraiment balisé en fait les échanges. Et puis, dans certaines circonstances, qui va veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre des forces. Parce que là, j'ai parlé d'une victime qui demande 1 million avec un auteur qui n'a peut-être pas les moyens, mais ça peut être une situation qui est très inversée. Si c'est une victime de violence conjugale, de harcèlement, avec une situation d'emprise, là, il y a un autre déséquilibre que le médiateur ou le facilitateur est là pour rétablir, en fait. Ou, cas échéant, pour interrompre, en disant... moi, ce processus-là, je ne suis pas très à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Je veux être sûre que ça correspond vraiment à vos besoins. Donc, peut-être on temporise, peut-être on se laisse partir chacun de notre côté, puis on se retrouve après si on trouve un terrain d'entente. Mais... Tu as utilisé le terme d'emprise. Qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte ? Alors,
Le terme d'emprise, il n'est pas spécifique du tout au terme de la justice, en termes de justice restaurative. On parle d'emprise quand il y a une situation dans laquelle une victime n'arrive plus à savoir ce qu'elle veut, elle, mais elle va toujours être dans une situation où elle va faire comme elle pense qu'elle doit faire au regard de l'autre. Donc c'est des situations typiques de violence conjugale ou violence domestique, où la victime ne peut pas... va dire non, mais c'est ce que je veux retirer ma plainte, on va se remettre ensemble, c'est une bonne chose, quoi. Alors que si elle sortait de cette emprise et qu'elle voyait les choses de façon peut-être un peu plus objective, elle n'aurait pas le même discours, quoi. Mais du coup, à ton expérience, on arrive en général à un accord ou à un terrain d'entente entre la victime, ou est-ce que c'est des situations où on arrive dans une impasse où la victime demande quelque chose d'irréaliste et puis ça reste là? Non, alors c'est pas que mon expérience, il y a des recherches qui ont été faites autour de ces processus-là. En Suisse, on sait que dans quasiment 3/4 des cas, on arrive à trouver un terrain d'entente ou un accord. J'aimerais juste préciser qu'en fait, c'est pas forcément le but. Quand on est juriste, en fait, on va tout de suite envisager la transaction pénale, c'est-à-dire que on va se retrouver, on va faire un contrat où on se met d'accord avec un échange de concessions réciproques, je retire ma plainte, tu payes un certain montant, etc. En justice restaurative, c'est vraiment pas l'objectif. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, la victime, elle a ce besoin-là. Elle a besoin de vous injurier pendant 1 heure, par exemple. Ça n'arrive pas très souvent, mais enfin... Mais ça existe. De pouvoir vider son sac. Des gens demandent juste à pouvoir vider leur sac comme ça. Des gens qui demandent juste à cracher du venin, à vider un sac de souffrance, et puis le médiateur va faire la navette, peut-être, entre la victime et l'auteur de l'infraction, puis il va expliquer ça à l'auteur. En disant, la victime, elle a besoin de ça, est-ce qu'il y a un terrain d'entente qui est possible? Est-ce que vous seriez d'accord d'envisager une telle rencontre avec un objectif comme celui-ci? Puis à la fin, il n'y a pas d'accord. Simplement, ils ont trouvé une certaine forme de terrain d'entente qui ne nécessite pas forcément un accord, en fait, à la suite de cela. Mais est-ce que ça peut arriver que l'auteur se plaigne après, en retour, de la violence verbale dont il aurait été l'objet dans un tel processus? Alors, ça existe, ce genre de retournement Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'auteur? Tout d'un coup, il dit, oula, ça allait trop loin, là. J'ai pas signé pour ça, ça fait pas partie de... Alors, j'ai pas signé pour ça, ça ne doit pas arriver. Ça veut dire que le médiateur ou le facilitateur n'a pas bien fait son travail. Parce qu'avant que les parties ne se rencontrent, on va vraiment bien préparer ce qui va s'y passer. Mais on le prépare au point où on décide s'il y a une table ou s'il n'y a pas de table. Comment sont disposées les chaises? Est-ce que les gens se mettent en face? Est-ce qu'ils ne se font pas face? Qui est-ce qui parle en premier? Est-ce qu'on se lève pour se serrer la main? Quels thèmes vont être abordés? Dans quel ordre? Ça laisse peu de place à la spontanéité, mais ça laisse justement aucune place à une situation qu'on vient d'évoquer où tout d'un coup l'auteur dit non mais attends, j'ai pas signé pour ça, on n'avait pas dit que ça allait se passer comme ça. Donc non, on prépare. Ensuite, les processus de justice restaurative, je l'ai dit tout à l'heure, en principe ça répond à certaines valeurs, des valeurs de respect, d'écoute, d'empathie, où on est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'autre au moment de l'infraction, que ce soit l'auteur à l'égard de la victime, donc qui comprenne le mal qu'il a fait, et la victime à l'égard de l'auteur qui comprenne un petit peu mieux ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur, pourquoi est-ce qu'il a agi, pourquoi est-ce qu'il a passé à l'acte. Donc, oui, ça arrive que l'auteur ressorte en fait très ébranlé d'une rencontre de justice restaurative. Ça arrive même assez fréquemment. En fait, où il va sortir en disant mais j'ai pris une telle baffe, j'ai pas du tout réalisé le mal que j'avais fait. Ou il y a des auteurs qui disent c'était très dur en fait de rester assis là et d'entendre la souffrance que j'avais faite que j'avais causée, parce que quand j'étais en prison ou quand j'étais au tribunal, pour moi c'était beaucoup plus facile d'envisager le fait que j'étais une victime de la société, qu'on m'avait maltraitée, que finalement si j'ai commis une infraction c'était la faute pratiquement des autres, quoi. Et c'est fréquent de la part des auteurs d'infractions de se poser en victime, de dire c'est beaucoup trop, je reste beaucoup trop longtemps en prison par rapport à ce que j'ai fait, puis leur faire voir que de l'autre côté il y a quelqu'un qui a souffert pendant peut-être beaucoup plus longtemps que la durée de l'incarcération. C'est une claque, ça c'est clair. Et pas que souffert de la perte d'un bien, mais qu'il y a un trauma beaucoup plus profond. Oui, mais des fois ça a l'air anodin, il y a des personnes qui ont fait des cambriolages, puis dans leur tête, les gens ils n'existent pas, c'est pas quelque chose de grave. C'est que du matériel, quoi. C'est que du matériel, exactement. Et puis le fait que
d'entendre que certaines personnes ont eu peur en rentrant chez eux pendant des semaines, des mois, peut-être des années, ont dû déménager. C'est clair, c'est des fois difficile à entendre. Donc, tu nous avais dit que du coup, le fait d'avoir ces contacts, ça pouvait diminuer le risque de récidive. C'est bien ça ? Alors oui, il y a vraiment des kilomètres de recherche sur l'effet de la justice restaurative sur le taux de récidive. Vraiment, c'est un indicateur qui est-ce que dans les 3 ans qui suivent la condamnation, l'auteur a recommencé, a fait une autre infraction qui a conduit à une autre condamnation. Et puis, on a comparé des auteurs qui avaient eu accès à la justice restaurative avec des auteurs qui n'avaient jamais eu accès à la justice restaurative. Et puis, pour peu qu'on évite le biais d'autosélection, je peux en parler, mais peut-être c'est un peu technique pour rien. Si on compare vraiment ce qui est comparable dans ce genre de situation, on voit qu'il y a une différence. Elle est légère, c'est de l'ordre de 7%. C'est pas grand-chose, mais c'est statistiquement significatif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 7%... 7% de quoi ? De récidive en moins. De récidive en moins, ok. D'accord. Donc les auteurs qui ont accès à la justice restaurative, ils ont 7% de chances en moins de récidiver que les auteurs qui n'y ont pas eu accès du tout, qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Est-ce que la justice, en termes de coupure, est-ce que la justice restaurative est plus ou moins chère que la justice ordinaire punitive, je crois que c'est le terme. Ouais, tout à fait, justice pénale. Ouais, pénale, pardon. Alors, bon, comment comparer ? C'est difficile parce qu'en fait, la justice pénale, on peut pas l'éradiquer. De toute façon, elle est là. Ouais. S'il y a un meurtre, s'il y a un viol, il y aura de toute façon justice pénale. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire c'est plus ou moins cher ? Ce que je peux dire, c'est que si on rajoute une couche de justice restaurative par-dessus la justice pénale, ça ne va pas être démesurément plus cher. Le travail d'un facilitateur en Suisse, il est payé entre 150 et 200 francs de l'heure, alors que le travail d'un avocat commis d'office, c'est de toute façon 180 francs de l'heure. Le travail d'un avocat qui est payé pas d'office, c'est à partir de 300, puis ça peut aller jusqu'à... 750, 800 francs, suivant dans quel canton on se trouve. Donc, c'est juste pour un peu rappeler des proportions. Après, ce qu'on fait comme travail en justice restaurative, c'est vraiment un gain financier pour la société dans la mesure où on a mesuré ce qu'on gagnait en mettant 1 franc dans un processus de justice restaurative, comment est-ce qu'on le récupérait. Puis il y a des auteurs qui auront calculé l'économie de ces 7% de récidive en moins. En fait, qu'est-ce qu'on gagne avec ces 7% ? Ça a l'air d'être très peu, mais en fait, ça nous permet de déterminer que chaque franc qu'on investit dans un processus de justice restaurative, on le récupère au moins 4 fois ou jusqu'à 8 fois. En fait, donc, quelque part, et on n'a pas calculé là-dedans, dans cette économie-là, l'argent qu'on va devoir mettre pour payer un psychiatre, un psychologue à la victime pendant beaucoup plus longtemps que si on a réussi à obtenir une réparation des préjudices via un processus de justice restaurative, par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été mesuré. Les victimes les victimes d'infractions qui passent par la justice restaurative, elles ont moins de cauchemars, le syndrome de stress post-traumatique, il est moins fort, elles retournent plus rapidement travailler. Enfin, je veux dire, globalement, ça leur permet de tourner la page. Et puis, cette période où les victimes ne sont pas bien, c'est une période où ça peut se monétariser, quoi. On peut compter et puis dire... Et il y a l'effet, j'imagine, sur les proches, en fait, parce que les ramifications, elles sont aussi au niveau de l'entourage. Je vais prendre un exemple un peu hypothétique, mais disons, si on grandit, on est le fils d'une personne qui a vécu un viol ou quelque chose comme ça, je veux dire, on sent d'une manière ou d'une autre ce trauma dans l'ambiance ou la dynamique familiale, des choses comme ça doit être palpable d'une manière ou d'une autre, et ça a aussi une incidence, ça peut créer... j'imagine toutes sortes de problématiques pour le développement de la personne concernée, même si, quand bien même, elle n'est pas victime directe d'un tel crime. Donc, et ça devient très difficile à quantifier, j'imagine, parce qu'on part dans des scénarios vraiment hypothétiques. Mais je pense que les 4 francs gagnés, en fait, pour 1 franc investi, sont en fait... Le montant doit être, en théorie, beaucoup plus élevé, en vérité. Oui, sans doute. Enfin, en tout cas, c'est... si on prend en compte on peut appeler ça des externalités un peu familiales et sociétales. Ouais.
C'est aussi, j'ai évoqué ça tout à l'heure dans la définition de la justice restaurative. On va prendre en compte tous les dommages liés à l'infraction. Puis souvent, dans les processus de justice restaurative, on va faire intervenir des proches, c'est-à-dire que la victime, elle viendra pas seule, elle viendra avec sa sœur, sa mère, son frère, etc. Puis pareil pour l'auteur de l'infraction, ça se fait beaucoup avec les mineurs, par exemple, en Océanie, en Nouvelle-Zélande et en Australie. On va mettre en place ce qu'on appelle des conférences de groupe familial, c'est-à-dire que la victime va venir avec sa famille ou avec des proches, l'auteur va venir avec sa famille, puis on aura l'occasion vraiment de vider l'ensemble du conflit. Chacun va pouvoir dire, voilà, comment est-ce que moi j'ai vécu l'infraction, quel a été son impact, de quoi est-ce que je souffre encore aujourd'hui, et puis de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir mieux. Il y a vraiment toujours un peu ces étapes-là, raconter l'histoire, dire en quoi est-ce que ça a eu un impact sur ma vie, comment est-ce que je le ressens aujourd'hui, et de quoi est-ce que j'ai besoin. Et on pense évidemment à la victime, celle qui est la première touchée ou celui qui est le premier touché. Mais les parents de la victime, ils ont quelque chose à dire là-dessus. C'est souvent assez frappant. Les parents de victimes vont dire, je me suis senti très impuissant, j'ai l'impression que j'avais pas su protéger mon fils, j'aurais dû être là, j'ai pas été là. Et puis depuis l'infraction, il est toujours triste, ça me fait mal au cœur. Il y a tellement de choses qu'on peut vider en justice restaurative qu'on ne peut jamais faire en fait en justice pénale. Parce que, Mais tu as parlé de la famille de l'auteur aussi un peu au début du podcast, en disant, voilà, si tu es le parent d'un violeur, par exemple, des choses comme ça, il y a aussi un trauma énorme, en fait, qui est rarement, j'ai l'impression, exploré ou du moins exprimé dans ce processus-là. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte. Et c'est le but aussi, que la famille puisse... déjà soutenir l'auteur pour qu'il ne soit pas tout seul dans ce processus. Mais ça, c'est les parents d'auteurs d'infraction vont le dire. Genre, mon fils était en prison, j'ai rien pu faire, j'étais complètement impuissant face à cette machine, je ne pouvais même pas lui parler. Et puis là, ils ont un rôle à jouer, de soutenir l'auteur, mais aussi des fois d'endosser un rôle de responsabilité, de dire, c'est sûrement à cause de moi, j'étais pas assez là, j'ai été un parent plus ou moins violent. Ça peut être une manière aussi pour eux d'assumer en fait une part de responsabilité et ensuite de participer à la réparation. Et ça donne de très très bons résultats. Tout au début, tu avais dit que en introduisant la justice restaurative, tu avais dit qu'on on avait dû inventer ou réinventer ça. Est-ce qu'on l'invente ou est-ce qu'on le réinvente ? On le réinvente plutôt, en fait, parce que le terme justice restaurative, il remonte un peu aux années 70 aux États-Unis, où un Américain met en place des rencontres entre des victimes et des auteurs d'infractions. Ça marche tellement bien qu'il est enthousiaste et il théorise tout ça. Et en fait, à l'autre bout du globe, en Australie, il y a quelqu'un qui est ethnologue en fait, et qui fait le tour des formes de justice, je vais mettre des gros guillemets, traditionnelles, c'est-à-dire précoloniales, dans des communautés, par exemple, aborigènes. Et en fait, il se rend compte que c'est comme ça qu'on faisait justice dans des communautés qui étaient peut-être plus petites et plus unies, où ça ne fait aucun sens, en fait, de punir, d'infliger un mal supplémentaire quand il y a un mal qui a été subi par quelqu'un, et où de toute façon, on va devoir continuer à vivre ensemble. Et donc, c'est... Dans ces formes de justice traditionnelles, on pense à l'arbre à palabres, aux tribunaux gachacha, au Rwanda, et à ces fameuses conférences de groupe familiales en Australie, où on réunit en fait tout le village, et puis chacun va parler, puis essayer de dire comment est-ce qu'on règle en fait ce conflit. Donc pour te répondre, c'est nous autres hommes et femmes blanches occidentales, on a l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, quoi. En réalité, on a juste remis au goût du jour quelque chose qui se faisait, par exemple aux États-Unis, les Premières Nations, ceux qu'on a appelés les Indiens d'Amérique, avaient des processus de justice restaurative, en fait. Ils se mettaient en cercle, chacun parlait à son tour, avec exactement ces mêmes objectifs, quoi. Mais alors, comment ça se fait que la justice punitive est devenue tellement la solution par défaut dans nos sociétés industrialisées, et pourquoi est-ce qu'on doit redécouvrir ça ? C'est une bonne question. C'est une question que je me suis beaucoup posée dans ma thèse. En fait, j'ai fait ma thèse sur la médiation pénale. Je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce système de justice où
on n'a pas vraiment l'impression de faire du bien à qui que ce soit. Hein. La victime, elles ne se sont pas du tout réparées. Quand elle sort d'un procès pénal, l'auteur, il n'a qu'une envie, c'est d'en vouloir encore plus à la société. Enfin, je peins un tableau un peu noir, hein, c'est pas toujours comme ça, mais globalement, on se demande quel est le sens de tout ça. Je pense qu'il y a quand même une grande partie qui est liée au fait qu'on s'est trouvé de plus en plus nombreux au même endroit, et donc avec de moins en moins la capacité de régler en fait un conflit nous-mêmes. Et puis, on a vu la nécessité de faire intervenir un tiers pour pouvoir juger et décider à notre place, un tiers qui serait neutre, qui appliquerait la loi. Et on a eu cette vision, en fait, de la justice. Enfin, on a créé cette figure de la justice avec les yeux bandés, la balance, le glaive qui vient trancher à notre place pour rééquilibrer. Et beaucoup moins, en fait, cette vision de la justice qu'on a décrite dans la justice restaurative, où les gens sont tous liés les uns les autres dans une forme de tissu social, et puis l'infraction, c'est une déchirure dans ce tissu, dans ce tissu social, pardon. Puis la justice doit venir le recoudre, en fait. Puis, et tout le monde en sent tout de suite l'impact, en fait. Tous les membres du groupe sont touchés. Ouais. C'est intéressant parce que effectivement, ça semble la présence du système de justice restaurative dans les sociétés, à nouveau je vais mettre des guillemets aussi traditionnelles, effectivement il semble corrélé justement à la taille du groupe, et c'est vrai que dès le moment où la civilisation, enfin la société s'agrandit de telle sorte que on est tellement nombreux qu'on perd ce sens, le sens de la communauté il disparaît, ça devient on n'est plus que indirectement touché, quand bien même on est touché, et on a en plus la capacité, je crois, on met en place des infrastructures qui nous permettent d'écarter les auteurs aussi, de les mettre, de les emprisonner simplement, de les écarter à plus ou moins long terme de la société. Puis après, il y a d'autres moyens plus radicaux de les faire sortir de la société, comme on voit dans certains pays, la peine de mort. Mais ça, qui j'imagine, dans une petite communauté, une petite tribu, hypothétiquement, la disparition ou l'exécution d'un membre, après tout, de la communauté doit être devait être vécu comme un traumatisme, en fait. Ou une impossibilité. Je peux imaginer. Mais cela étant, c'est un peu un leurre de se dire qu'on est tous, on est très nombreux dans une circonscription territoriale qui est peut-être plus limitée, et du coup on n'a plus de ressources. On se voit un peu comme des individus avec notre sphère d'intérêt, et puis du coup quand on empiète sur ma sphère d'intérêt, il faut qu'on tranche, puis il faut qu'on rétablisse l'équilibre. C'est pas vrai, on n'est pas ça. On est tous liés les uns avec les autres. On se sent attaqué directement si tout d'un coup quelqu'un fait une blague sur les Suisses. On va dire, on est quand même, on se sent touché en fait par certaines infractions qui seraient commises là où on vit. Puis voilà, on est tous membres d'une famille. On a évoqué les proches en cas d'infraction. Ils sont touchés par ça, donc ils sont évidemment atteints dans le tissu social qui forme néanmoins, quoi. On est les deux. On est certes des individus avec des intérêts propres, mais on est aussi liés les uns aux autres par une certaine forme de tissu social. Donc, c'est pas parce qu'on a parfois besoin de trancher et de sanctionner qu'on n'a pas aussi besoin de réparer ces relations. Mais c'est une idée séduisante de se dire qu'on a chacun notre parcelle où on est autonome, et que de nier ce tissu social. Mais c'est absurde. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité, disons. Je me demandais, est-ce que tout à l'heure tu as mentionné qu'il y a, pour certains types de crimes, la justice pénale demeure, elle est indispensable, et qu'elle peut être combinée à la justice restaurative. Est-ce que dans ton expérience, ou peut-être selon toi, dans ton opinion personnelle, est-ce qu'il y a des crimes qui sont trop graves pour être traités par la justice restaurative? Alors, juste un truc. C'est pas parce qu'on passe en justice restaurative qu'on laisse tomber la justice pénale. Il faut jamais se dire c'est soit l'un soit l'autre. Ça peut être soit l'un soit l'autre si on est en train de parler d'injures, ces infractions qui sont poursuivies sur plainte. Oui, si on s'entend, je retire ma plainte et il n'y a pas de procédure pénale. D'accord. Ensuite, je pense que ta question a trait à dire des fois c'est trop grave, on ne peut pas mettre la victime et l'auteur en présence, on ne peut pas assurer cet échange parce que peut-être ça fera plus de mal que de bien. L'auteur est trop dangereux ou la victime est trop traumatisée. Ce que nous dit la recherche, en fait, c'est que plus c'est grave,
plus il y a un traumatisme, plus il y a un besoin en fait de vider son sac de souffrance, d'obtenir de la reconnaissance, de récupérer un sentiment de sécurité, de retrouver un peu ses proches, renouer le tissu social. Et puis, des fois, c'est effectivement trop grave, et trop lourd, et trop difficile. Puis on trouve d'autres moyens, en fait. La victime dit, pour moi, je ne peux pas le rencontrer, c'est trop difficile. Alors on va dire, d'accord, on va faire un processus différent. On va faire quelque chose d'indirect, ou alors on interrompt. Si vous n'êtes pas prête, ou si vous n'êtes pas prêt, on s'arrête là, on temporise, on vous laisse le temps, vous pouvez encore nous contacter. Donc, c'est beaucoup moins... En fait, on ne se rend pas compte, parce que j'imagine que vous n'avez jamais été confronté à la justice pénale, mais c'est hyper violent, la justice pénale. On vous envoie une citation à comparaître, il faut être là. Il faut venir, il faut raconter l'histoire, il faut répéter, raconter les détails de comment est-ce que ça s'est déroulé. Donc revivre, en fait. Exactement, et on n'a pas le choix, parce que voilà, c'est une donnée. Il faut appliquer, il faut rendre absolument la justice pénale. La justice restaurative, c'est un choix qui est donné aux parties, une possibilité qu'elles peuvent ou pas saisir. Et puis qu'elles peuvent saisir juste un petit bout ou s'arrêter en fait en cours de route. Mais c'est une bonne question. Il y a des législations qui ont dit l'homicide c'est non, on ne peut jamais pour l'homicide. Ou les infractions contre l'intégrité sexuelle c'est non, c'est trop dangereux, ça va retraumatiser la victime. Et puis en fait, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que c'est précisément dans ces infractions-là qu'il y aurait peut-être un souhait. Puis l'exclure. C'est décidé à la place des parties. Ouais. C'est vrai que dans les exemples qui viennent tout de suite à l'esprit, pour moi, c'est un crime sur un enfant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir alors, Dieu merci, nous, on n'est pas trop touchés ici, mais une fusillade dans une école, des choses comme ça qui sont parmi les crimes les plus, je pense, choquants auxquels on puisse penser. Mais c'est intéressant, effectivement, de se dire que plus le crime est grave, plus le trauma est grand, et plus il y a nécessité, plus il y a de choses à exprimer. Et c'est contre-intuitif. Mais c'est assez contre-intuitif parce qu'en fait, on se dit, ils vont se voir, ils vont se serrer la main, et puis... S'ils veulent. S'ils se mettent d'accord. Les gens voient souvent ça en disant, mais la justice restaurative, l'auteur, il vient, il s'excuse, et puis il s'en tire à bon compte. En fait, c'est vraiment pas du tout ça. Déjà, pour qu'il s'en tire à bon compte, il faut que la loi dise que si jamais il trouve un accord, il a le droit à avoir moins de peine, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Enfin, le juge peut très bien dire, ok, vous êtes serré la main, mais moi, ça m'est bien égal. Il y a quand même eu une infraction qui a été commise et vous allez quand même aller en prison. Donc ça peut tout à fait absolument ne rien changer. Et puis, se serrer la main, c'est peut-être pas du tout quelque chose qui est souhaité par les parties. Par contre, cette rencontre, cet échange, pour la victime, ça peut être aussi un challenge qu'elle se met en disant j'ai eu peur, j'ai été traitée comme un objet, je veux récupérer du pouvoir en fait sur ma vie, je veux montrer que je suis pas que cette petite chose qu'on peut voler ou blesser. Et puis, souvent, les victimes ressortent en disant je suis contente, quoi. Je suis fière de moi, j'ai osé lui faire face, je l'ai confronté à ce qu'il a fait, puis je peux tourner la page, quoi. Et la justice restaurative, elle peut fonctionner, j'ai l'impression, à assez grande échelle, parce que, sauf erreur de ma part, à la fin de l'apartheid, une commission avait été mise en place, je vais essayer de traduire en français, mais je crois que c'était Vérité et Réconciliation, où justement les auteurs et victimes ont été confrontés à très, très, très grande échelle, où finalement les personnes ont pu venir dire, même avouer certains de leurs crimes, et on parlait et demander pardon aussi. Et là, on parle de je ne sais pas combien d'individus étaient concernés, mais à l'évidence des millions potentiellement, j'imagine, à l'échelle d'un pays comme l'Afrique du Sud. Donc, après, je ne sais pas si ça a apporté du bien à ce pays-là sur le long terme, mais en tout cas, la démarche, pour moi, m'évoque, je pense que ça s'inscrit dans une démarche de justice restaurative. C'est une sorte d'embryon de justice restaurative, parce qu'en fait, on fait la vérité, surtout. C'est-à-dire qu'on va dire, on va peut-être raconter ce qui s'est passé, puis on va oser dire ce qui a été fait, puis on va peut-être faire le tour de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'en justice restaurative, on va quand même plus vers l'individu, plus que quelque chose de collectif, comme cette démarche, en fait, des commissions Vérité et Réconciliation. Mais oui, évidemment que ça s'en rapproche assez fortement, quoi. Et est-ce que c'est un message qui passe, donc le message de la justice restaurative, est-ce que chez les législateurs ou dans la population, est-ce que c'est quelque chose que les gens entendent ? Bon, c'est assez difficile à faire passer. Alors évidemment, si j'ai le temps d'expliquer, généralement, c'est difficile de ne pas être d'accord, parce qu'en fait, la raison pour laquelle les gens sont contre, c'est qu'ils ont plein d'a priori. Ils ont un premier a priori, c'est que la victime est fragile et qu'il faut la protéger.
Et puis, en fait, on la protège en ne lui donnant pas ce choix-là. Alors, si on prend le temps d'expliquer, évidemment, ça, c'est un argument qui tombe assez facilement. Deuxième argument qui vient souvent, c'est vous êtes au pays des bisounours, vous ne vous rendez pas compte de ce que sont les auteurs d'infractions, ils sont dangereux, on doit s'en protéger, les enfermer, etc. Ce à quoi il est assez facile de répondre que on ne touche pas à l'existence de la justice pénale. Donc ça, on peut continuer à les sanctionner, les enfermer si on veut, puis on peut faire de la justice restaurative en prison, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, ce qui est fait chez nous par exemple. Et accessoirement, c'est justement parce que les auteurs ne montrent que très peu d'empathie à l'égard de leurs victimes et ne sont justement pas des bisounours que c'est nécessaire de faire de la justice restaurative. Parce que c'est à travers ces processus-là qu'ils réalisent que non, c'est pas rien en fait d'aller cambrioler les gens ou c'est pas juste une histoire d'un soir et un coup de couteau qui a finalement pas porté à conséquence. Voilà tout ce que ça a généré. Et puis, franchement, des auteurs qui sortent de processus de justice restaurative complètement indemnes, il y en a très peu. Enfin, souvent, ils sortent en disant c'était vraiment très très dur de faire face à la victime. Puis après, il y a tout un discours aujourd'hui qui est très porteur de se montrer dur contre le crime. Ceux qui veulent augmenter les peines, c'est généralement ceux pour lesquels on va vouloir voter, quoi. Je crois qu'il y a une sorte de fantasme autour de la victime, de fantasme autour de l'auteur et de ce que doit être la justice pénale, qui est en fait pas du tout partagé par les personnes qui ont été confrontées. En fait, les plus grands porteurs de l'idée de la justice restaurative, c'est généralement des victimes d'infractions, c'est généralement des personnes qui ont été confrontées à la justice et puis qui se sont rendus compte que c'était peut-être une réponse un peu trop courte par rapport à l'ampleur de ce qui avait été vécu à la suite de l'infraction. Donc c'est eux les meilleurs ambassadeurs au final pour promouvoir cette forme de justice. Mais c'est pas un peu le truc d'augmenter les peines? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu idéologique de on veut infliger de la souffrance à l'auteur plus que pragmatiquement se demander qu'est-ce qui va mener à une meilleure issue sur le long terme? Oui, je crois qu'il y a une... Bon, alors, c'est sûr, il y a plein d'ouvrages autour de cette figure du bouc émissaire, de la punition collective qui va... Enfin, la punition qu'on va infliger et la collectivité se sentira à nouveau unie en mettant en fait à l'écart, quelque part on se rapproche. C'est aussi une manière de resserrer les liens sociaux que de dire très bien, cet individu a fauté, on va le mettre à l'écart et puis ça va renforcer en fait les liens qu'on a entre nous parce que on aura renforcé l'application de la norme. Donc c'est vrai ce que tu dis, il y a cet aspect-là. Après, la réalité elle est vraiment très très différente, ça va vraiment pas du tout se passer comme ça. Oui, il y a une loi pénale, oui, il y a un juge qui est là pour l'appliquer, mais la plupart du temps, il va infliger une sanction avec sursis. Et puis, oui, c'est vrai, la plupart du temps, parce que la majorité des auteurs sont des primo-délinquants. Et puis, c'est que quand ils récidivent, qu'à ce moment-là, ils vont effectivement aller en prison et que c'est vraiment une petite minorité des sanctions qui sont infligées qui aboutissent à une peine de prison. Donc il y a une sorte de réalité fantasmée de la justice pénale où on va mettre la personne forcément en prison. Mais on ne peut pas mettre en prison toutes les personnes qui commettent des infractions. Il n'y a pas du tout assez de prison. Et heureusement qu'on ne le fait pas, quoi. Le côté de la communauté qui se réunit autour de l'exclusion d'une personne, c'est assez choquant de t'entendre dire ça parce que moi, ça me fait penser à un sacrifice, en fait. Le bouc émissaire, c'est le sacrifice, en vérité. Ouais. Enfin, bibliquement parlant. Du coup, on a le rite. On a tout un rite autour de ça. Exact. C'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de toucher et de réformer la justice pénale. Puis ça passe vraiment par expliquer, non mais regardez vraiment ce qu'on fait, en fait. Regardez comment ça se passe pour de vrai. Et puis vous comprendrez qu'en fait, on peut... peut-être même sans toucher à cet animal de justice pénale, ajouter quelque chose qui va quand même un petit peu améliorer le système. C'est d'ailleurs souvent une critique qui est formulée par les personnes qui sont abolitionnistes ou les personnes... abolitionniste de la peine de justice pénale. Ah, de la justice. Pardon, abolitionniste dans mon domaine, ça veut dire le droit pénal en entier, on abolit. Ok. Souvent, ces personnes sont très critiques à l'égard des courants comme les nôtres de la justice restaurative en disant oui, mais en fait, en améliorant le système, vous faites des couches de peinture sur ce bâtiment qu'il faudrait complètement raser.
en fait. Vous apportez des améliorations du système de la justice pénale qu'il faudrait de toute façon abolir, puisque la justice pénale ne fait que du mal. Mais quelle est la voie à suivre? C'est un peu qu'est-ce qu'on met à la place de la justice pénale? C'est une question. Alors, bon, mais je ne suis pas une spécialiste de ces courants-là, mais généralement, on parle de justice transformative. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des formes de justice beaucoup plus communautaires, en amont de justice sociale, de la justice restaurative avant l'infraction, ou à titre préventif, c'est-à-dire qu'on va faire des cercles de discussion dans les écoles, dans les endroits où on travaille pour discuter de la norme, de se dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est une vision qui est parfois un peu utopiste. Mais qui ne peut pas exclure l'occurrence de crime, en fin de compte. Donc, à un moment donné, lorsqu'un crime est commis... Mais non, parce qu'on s'est mis d'accord qu'on n'allait pas le faire. Mais ça me fait penser à Minority Report un peu. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut 3 êtres prescients dans un bain d'eau salée qui peuvent prédire les crimes futurs. Comme ça, on peut agir juste avant qu'ils se produisent. Et il n'y a plus de crimes. Exactement. Non, mais bon, on se moque un peu. Mais il y a des exemples qui sont assez frappants en fait, de sociétés qui vivent très bien sans avoir un code pénal. Et puis quand il y a quelque chose qui arrive, on va accuser peut-être le sort, on va se réunir tous ensemble en disant voilà, on n'a pas de code pénal, on n'a pas de prison, mais on va quand même trouver un remède à la situation en fait. Le chef de file des abolitionnistes, c'est Luke Hulsmann, et il dit il n'y a pas d'infraction, il y a des situations problèmes et on va régler en fait les situations problèmes. Donc c'est plutôt une justice qui va être communautaire, réactive, qui va se prendre en fait en lien avec une infraction. Mais ça fonctionne à n'importe quelle échelle, ça potentiellement? Ça n'a jamais été vraiment testé. Il y a des exemples de villes en Scandinavie qui ont aboli le code de la route, par exemple, en disant on supprime les feux, on supprime les règles, et puis en fait, qui se rendent compte que les gens sont beaucoup plus prudents et font moins d'accidents. Et du coup, c'est des exemples qui sont mis en avant en disant voyez, on n'a pas besoin du code pénal, on a tous un code de conduite qui nous empêche de faire du mal à autrui. Mais ce sera intéressant de voir, d'essayer de comprendre les conditions nécessaires à ce qu'un tel système fonctionne au final. Parce que ça peut fonctionner peut-être dans une... Enfin, tel que je l'imagine, ça peut fonctionner dans un petit bled en Norvège, mais à Manhattan, je ne verrai pas trop. Mais en fait, on peut boucler la boucle, parce que c'est des systèmes qui existaient, des formes de justice communautaire auxquelles la justice, dont la justice restaurative s'est inspirée. C'est des systèmes qui fonctionnent quand il y a un tissu social qui est très très fort. Et puis qu'on se connaît, et puis qu'on n'a pas besoin d'avoir un juge extérieur qui va décider à notre place, précisément parce que on a la volonté de continuer à vivre ensemble, quoi. Là, c'est vrai qu'à Manhattan, on se retrouve dans une société, on va dire, éclatée, avec des individus qui ne se connaissent pas, et on a besoin du tiers qui va décider en cas de conflit. Est-ce que dans ton travail, tu as eu des intuitions ou peut-être des débuts d'hypothèses sur la manière dont on peut réparer ce tissu social, vu que tu vois là où il est rompu, et l'impact de cette rupture, on va dire, de ces dommages? Est-ce que tu vois est-ce que tu as des débuts de pistes? Est-ce que des opinions là-dessus? En fait, on a habité avec mon mari pendant 1 an et demi en Californie. Et puis, j'ai vu ce que je ne voulais pas que la Suisse devienne, en ce sens qu'aux États-Unis, il y a vraiment cette vision très forte, individualiste, qui est que les personnes qui sont en prison, ce sont des personnes qui ont fait les mauvais choix, et donc ce sont les méchants. On va les laisser en prison, et puis ensuite, il peut leur arriver n'importe quoi en prison, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas, ils peuvent avoir tous le Covid, on l'a vu pendant la crise, c'était très frappant, quoi. Et donc, la justice restaurative, pour moi, c'est une manière de renouer ce lien-là, puis de montrer en fait que la personne qui a commis une infraction, c'est en fait une personne qui pourrait être nous. Et puis qu'il y a très peu qui nous séparent de l'honnête homme et du criminel, quoi. Finalement, c'est peut-être quelques secondes, un SMS qu'on a envoyé quand on était au volant, puis en fait on a renversé quelqu'un. Ça peut être, on bascule très vite de l'autre côté. Puis la justice restaurative, elle vient montrer ça aussi, cette complexité-là. Puis elle vient montrer que la personne qui a commis une infraction n'est pas forcément une personne immonde, noire jusqu'au tréfonds de son âme. Alors, on a quelques exemples. Il y a quelques auteurs d'infractions qui ont l'air d'être vraiment... irrécupérables. Je dirais difficilement resocialisables. Mais
Mais il n'empêche, les personnes qui commettent des infractions ont tous la même complexité que nous, quoi, avec parfois... C'est intéressant. Je pense que quand on examine la situation aux États-Unis, je pense que c'est peut-être un pays où on va tendance à dire que la personne est responsable de ses mauvaises actions, elle est aussi bien sûr responsable de ses succès. C'est toujours l'individu qui est spécial, qui sort du lot et qui émerge au-dessus du reste de la société. Peut-être, je pense que le rêve américain, c'est un peu ça. Et peut-être le pendant de ça, ce serait de dire que peut-être on est tous un produit de notre environnement et dans nos fautes comme dans nos succès, on est un petit peu la conséquence, elles sont les conséquences de cet environnement, et puis que même les personnes qui ne commettent pas de crimes contribuent à créer cet environnement et qu'on a tous une responsabilité. Pas moi, je me suis pulled myself up by your bootstraps. Ouais. Mais oui, mais bon, toi, t'es vraiment exceptionnel. Aucun avantage de la société. Oui, mais bon, t'as l'exception qui confirme la règle. Preuve qu'il y a une règle. Voilà. Il y avait... Non, c'est bon, il va bien. Il va bien. Ouais, il marche toujours. Non, t'as beaucoup de force, mais pas assez pour... Ok. Il y avait un autre sujet. Tu travailles aussi sur le droit pénal sexuel. Et en fait, j'avais vu sur LinkedIn, tu avais posté récemment sur... c'était un changement de la définition de ce qu'était le viol ou ce qu'était consentement. Et la première réponse... qui était quelque chose que j'ai déjà entendu, c'est quelqu'un qui disait ah mais quoi, est-ce que dans le futur on aura besoin de signer un contrat avant chaque rapport pour pouvoir prouver le consentement? Est-ce qu'on va devoir signer des contrats? Je pense pas, j'espère pas. Donc, tu veux que je rappelle la controverse ou alors, c'est volontiers, ouais, s'il te plaît. Juste qu'on comprenne aujourd'hui, en droit suisse, pour commettre un viol, il faut faire usage de contraintes. Ça veut dire qu'on doit utiliser la force, on doit utiliser la menace, on doit utiliser des pressions d'ordre psychologique, ou alors on doit utiliser un équivalent du GHB ou du GHB, par exemple. Et puis, on se constate qu'en pratique, très souvent, les victimes de viol, hommes ou femmes d'ailleurs, c'est pas vraiment genré, quand elles se retrouvent face à une situation de stress intense ou soudainement sexualisée, elles ont tendance à pas savoir comment réagir, à rester un peu figées, à pas bouger, et puis le viol est commis sans que même l'auteur ne puisse s'en rendre compte. Et puis aujourd'hui, on va réformer cette définition du viol, ça c'est certain. On va sans doute abandonner cette notion de contrainte, et puis il y a pas mal de gens on n'est pas tous d'accord sur est-ce qu'on va définir le viol comme quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur une personne sans son consentement, ou quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur une personne contre sa volonté. Puis donc tout va tourner autour de consentement, pas consentement. La controverse tourne autour de est-ce qu'on doit attendre de la victime qu'elle exprime un non, ou est-ce qu'on doit attendre de l'auteur qu'il s'assure que sa victime est d'accord. Moi, je suis partisane de cette deuxième solution, c'est-à-dire que comme on sait que les victimes ont de la peine à s'opposer dans certaines situations, en fait, c'est à l'auteur de s'assurer que la personne est d'accord, en fait, avant de faire quelque chose sur elle, ou de faire quelque chose avec elle ou avec lui. Et est-ce qu'on aura besoin de signer un contrat? Alors, souvent les gens me disent regarde, aux États-Unis, il y a ces applications de consentement, etc. Puis je dis oui, mais bon, c'est les États-Unis. Alors, application iPhone? Ah ouais, application iPhone. Ah d'accord. Ah ouais. Vous avez jamais entendu parler de ça? Non. Allez, si. Comment ça? Ah ben ça, c'est bon, le problème est réglé. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Non, mais ça y est. There's an app for that. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Enfin, j'ai jamais téléchargé le truc, mais en fait, on dit voilà. Je te demande respectueusement si je peux avoir un rapport sexuel avec toi. Ça va plus loin, genre quel type de rapport. D'accord. Donc on peut être. C'est très gradué. En fait, je devrais télécharger cette application pour voir ce que c'est. Donc ça existe, d'accord, sur les campus, parce qu'on sait que ça peut déraper. Et puis ensuite, voilà, on veut être sûr qu'on a la preuve. Alors. Les États-Unis, c'est un contexte très particulier. Le cours, pour apprendre la procédure pénale, il y a un cours sur la procédure pénale 1, procédure pénale 2, puis il y a un cours sur les preuves, tout ce qui est acceptable. Preuve 1, preuve 2, preuve 3. Donc c'est vraiment ce qu'on a le droit d'amener dans un tribunal, c'est très compliqué. Donc ça ne m'étonne pas qu'aux États-Unis, ils développent des trucs comme des applications, parce qu'on sait que certaines preuves vont être recevables, d'autres pas, etc. Chez nous,
encore heureux, on a le système de la libre appréciation des preuves. C'est-à-dire que toute preuve, par principe, est recevable, sauf celle qu'on obtient sous la torture ou qui est contraire à la loi. Bref. Donc, le juge qui a à traiter d'une affaire de viol où les gens ne sont pas d'accord, il va devoir apprécier. Il va apprécier le témoignage. Est-ce que la victime était crédible? Est-ce qu'elle maintient sa version? Est-ce que l'auteur change de version? Est-ce qu'il dit... est-ce que lui aussi, il est particulièrement crédible? Qui est-ce qui était à la soirée? Qu'est-ce qu'il y a eu comme messages qui ont été échangés avant, après, etc. Et puis, moi, je pense... Alors, c'est en tout cas une conviction personnelle que c'est relativement rare que des personnes se disent tiens, je ne sais pas quoi faire cet après-midi, je vais dénoncer la personne avec qui j'ai une relation sexuelle consentante samedi passé pour viol. Je vais me faire 12 auditions, peut-être pas 12, mais 2 ou 3, en tout cas auditions par la police puis le ministère public pour raconter exactement tout ce qui s'est passé dans les détails, ce qu'il a fait, où il m'a touché, etc. Par contre, je suis favorable à une modification de la loi qui ferait poser sur les épaules de chaque personne de ce pays le devoir de se demander si oui ou non la personne avec laquelle il entend avoir un rapport sexuel est d'accord d'avoir ce rapport sexuel. Et je ne crois pas qu'on a besoin de signer un contrat pour ça. Je crois qu'il y a des tas de manières beaucoup plus chouettes de demander à l'autre s'il est d'accord de faire quelque chose. Donc on ne va pas vers une formalisation de ce type d'interaction au sein de notre société. Mais je trouvais intéressant en fait la réaction. On voyait que dans la réaction de la personne qui avait commenté, il y avait une réaction assez forte. Et il y a quelque temps, on a parlé avec Oriane Sarrazin de sexisme. Et elle avait dit aussi dans les quand on parlait de sexisme, il y avait des hommes qui lui répondaient « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va plus pouvoir draguer, etc. » D'où vient, selon toi, pourquoi est-ce que c'est tellement émotionnellement chargé si les limites sont claires et si... Mais je ne crois pas qu'elles sont si claires, en fait, ces limites. Je pense qu'on vit dans une société où, en tout cas jusqu'à présent, c'était OK, alors pour les hommes, désolé, de tenter le coup jusqu'à ce que finalement ça marche, quoi. Et puis, j'utilise un peu toujours la métaphore du match de tennis, quoi, où finalement l'homme il lance des balles, il lance des balles, il lance des balles, il lance des balles, et puis il continue à lancer des balles, même si la personne en face de lui, il n'en ramasse aucune, ne montre aucun intérêt pour jouer cette fameuse partie de tennis. Puis là, je pense que quand même, je sais pas, ça me paraît tellement absurde, quoi, de continuer à faire ça. Mais aussi, il y a toute une... on parle de culture du viol. C'est des mots qui peuvent vite braquer, en fait, mais c'est quand même assez fréquent qu'on voit ça dans les films. La femme qui s'oppose, qui veut pas, et puis qui finalement cède langoureusement parce qu'elle n'attendait que ça, quoi. Dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui... Il y a comme un jeu de conquête qui est mis en avant. Exactement, exactement. J'ai revu Blade Runner. Dans Blade Runner, c'est limite un viol. Là. Oui, il y a quelque chose d'assez... Star Wars aussi, c'est un classique. En fait, quand Han Solo embrasse la princesse Leia pour la première fois, elle lui dit non. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a compté entre 7 et 13 fois, je crois. Non, laissez-moi tranquille, non, etc. Puis il continue. La 14e fois, et voilà. Et le message qui passe dans la tête des gens, c'est voilà, elles attendent que ça. J'ai encore vu un sketch d'Alexandre Kominek l'autre jour. Bon, c'est vraiment pas la référence, je pense, en termes de consentement. Mais il décrit exactement ça, quoi. Il décrit exactement, genre, elle dit non, mais nous, on se dit, OK, challenge accepted. Et c'est le terme qu'il utilise. Ouais. Donc bon, et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on a été... En tout cas, moi, les films que j'ai vus, c'était ça que ça véhiculait, quoi. C'est, d'une part, quand je dis non, je le pense pas. Et donc, je dois toujours dire non, en fait. Et puis, il faut que la personne en face, elle insiste. Et puis... Ouais, c'est vrai qu'on peut... Je pense qu'on a tendance à voir l'homme comme le protagoniste, un peu dans ces comme l'agent, la personne qui doit décider, agir et pousser. Et au final, comment on résout ça ? Il faut éduquer. Voilà, on va résoudre ça maintenant. Ouais, il n'y aura plus jamais de viol après ce podcast. On a résolu le Covid déjà. Là, c'est juste, il y a quelques semaines. Pardon. Non, mais vous avez raison. Non, mais je pense ça change quand même petit à petit, quoi. J'étais frappée parce que j'ai
à l'université, je côtoie des gens qui sont quand même beaucoup plus jeunes que moi, quoi. Puis ils me disaient, mais non, nous on parle de sexualité de façon beaucoup plus libre. Ils m'ont donné plein d'espoir de penser que c'était quand même bientôt révolu, hein, cette histoire de conquête amoureuse, de femme qui attend sur un piédestal en prétendant qu'elle veut pas, alors qu'en fait elle crève d'envie. C'est plutôt aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus assumé le désir sexuel, il me semble, chez les jeunes, et ils en parlent de façon beaucoup plus ouverte. Saine. Ouais. Saine. Merci. Est-ce que tu avais d'autres questions, mon cher Gabrielo? Mais j'ai pas d'autres. C'était très intéressant. Ouais, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était vraiment... merci à toi d'avoir fait le déplacement. On est quand même à Lausanne, mais c'est assez les confins, donc il y a un effort à fournir pour venir jusqu'ici. Donc on t'est très reconnaissant. C'était super intéressant. Et puis merci pour ton... Je sais pas si on peut appeler ça un combat, mais en tout cas ton engagement pour la justice restaurative, parce que ça a l'air porteur de plein de bonnes choses. On espère que du coup le message passera. Merci. Ouais. Merci beaucoup, encore. Ça allait ? Ah, c'était parfait. C'était top. Ah ouais. Mais genre...